Merci, bonsoir, merci d'être là, mais à vous tous et à vous toutes, une fois de plus, merci encore, plus nombreux à chaque fois, donc vous arrêtez pas, faites partager, faites tourner, essayez que cette chaîne soit reconnue d'utilité publique, après tout, pourquoi pas, hein, on peut aller jusque-là. Alors, la semaine dernière, on a fait une émission sur le deuil, une émission qui nous a touchés, tous, ici, en régie, partout. Et on s'est dit qu'on allait un peu se détendre entre nous aujourd'hui, faire quelque chose de différent, de plus léger. Et on va vous parler de nous. On va vous parler de pourquoi Synapse TV, d'où ça vient, et pourquoi on a décidé d'être tous ensemble pour vous partager tout ce qui concerne la santé mentale. Alors, Synapse TV, au départ, pour ma part, j'ai organisé des congrès à l'UNESCO d'abord, il y a très longtemps, puis rue Chaptal, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, sur les états de mal-être et plus particulièrement les états de mal-être en entreprise. Et le format de congrès avec des tables rondes, nous semblait, et d'ailleurs ceux qui ont pu assister à ces congrès divers et variés, nous faisaient part que c'était peut-être maintenant un peu poussiéreux, un peu démodé, alors moi je suis un vieux de la vieille, j'ai démarré avec ça, je me suis dit je vais en faire jusqu'à ce que j'arrête en fait, et puis en fait non. Donc comment continuer à partager en 2025 cette passion que j'ai et que nous avons en première vue pour la santé mentale? Eh bien, on est passé sur le mode YouTube et sur les vidéos, parce que je pense que c'est effectivement un canal qui est répandu, qui est connu maintenant et reconnu. Et donc, on a évidemment tellement de choses à dire que Synapse TV est né dans le prolongement de ces congrès. On a donc après décidé de se rencontrer et puis d'évoquer ensemble, je vais vous présenter plus en détail les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont à mes côtés, et donc on va communiquer ensemble, voir un petit peu ce qui les a poussés à venir ici dans l'émission. Et puis voilà, on va échanger ensemble, ça va être quelque chose de léger. Alors, ils sont 4 ce soir à mes côtés. Vous savez aussi que j'ai coutume de les appeler tic et tac, hein. C'est les 2 psychiatres, Nathalie et Véronique, qui sont toujours en vacances. Ne vous moquez pas d'elles, parce que c'est un métier qui semble tellement difficile qu'il faut prendre 6 mois de vacances 2 fois par an. Donc ça fait une année pleine, hein, on est d'accord. Donc je pense qu'elles vont m'entendre. Et je vais me faire, mais on les embrasse et je vais me faire taper dessus bien comme il faut, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Et donc vous les retrouverez évidemment. Non, elles vont pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais on les coincera sur une émission future. On va se venger, on leur posera quand même 2 ou 3 questions. Alors, Alix, t'es à ma gauche, je vais démarrer par toi. Est-ce que, ouais, bah oui, faut bien que je démarre par quelqu'un. Non, bon, Emmanuel plutôt. Non, Alix, est-ce que tu peux nous brosser un tout petit peu ton parcours pour que l'on te connaisse un peu mieux? Alors, donc moi j'ai 25 ans, j'ai fini mes études il y a 2 ans, donc j'ai un parcours un peu, je dirais, classique. Après le bac, j'ai fait une école de commerce post-bac. Par la suite, j'ai intégré une autre école de commerce en master. Voilà, donc une bonne cliente d'école de commerce. Donc un cursus assez large, autant en marketing qu'en entrepreneuriat. Et là, aujourd'hui, ça y est, je suis enfin en CDI. C'est un peu... Est-ce que c'est encore le Graal? Bah oui. Peut-être, oui. En tout cas, pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, oui. Et surtout, quand on vit à Paris, c'est quand même la clé qui commence à ouvrir toutes les portes pour beaucoup de choses personnelles. Donc voilà, aujourd'hui, je suis consultante en stratégie. C'est quoi, consultant en stratégie? Eh bien... J'ai essayé de rester humble parce que je reste encore junior, mais on conseille les entreprises, en tout cas dans ma practice, pour leurs relations clients. On fait du design d'expérience. On les aide à redesigner des offres de services. On les accompagne sur quand même un aspect 360. Donc on prend en compte le marketing, la finance, l'aspect RH, et on arrive à une finalité où on leur promet des recommandations
notamment sur l'expérience client, utilisateur, en tout cas l'individu final qui recevra le service. D'accord. Alors c'est intéressant parce que on voit que tu mènes une activité de consulting, c'est comme ça Oui, qu'on dit. c'est ça. Et tu te retrouves sur un plateau de télé pour aborder des sujets de santé mentale. C'est quoi qu'est-ce que tu fais là en fait? C'est la double casquette, hein, ça c'est clair. Alors, j'évoquais précédemment que j'avais fait un peu d'entrepreneuriat et dans le cadre de la fin de mes études, j'ai accompagné une start-up qui se développait sur la santé mentale. Et, on peut la citer ou... Oui, mais qu'on a reçu Upcare. Donc j'ai travaillé quelques mois avec Charlotte et Natacha et ça a un peu suscité, je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, la santé mentale, mais en tout cas parler et travailler sur des sujets de société, ça m'a beaucoup inspirée. Je suis quelqu'un de très curieuse, j'aime beaucoup apprendre aussi des autres et je me suis vraiment rendu compte que ce sujet de santé mentale, c'est vraiment du collectif, c'est des rencontres aussi. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que c'était dans le cadre de mon mémoire de fin d'études sur la santé mentale que je suis allée toquer à la porte de Marc pour lui demander des conseils. Voilà. Et c'est ce que je disais, c'est une histoire de rencontre en fait. Et du coup, le rôle que tu as pris sur Synapse TV, c'est lequel ? En fait, dans le cadre de ce mémoire, j'ai rencontré énormément de jeunes. J'ai fait autant dans un mémoire du Cali que du Canty et rencontrer tous ces jeunes qui avaient des messages à faire passer, qui sont plus ou moins difficiles et en plus avec pas toujours forcément les bons mots parce que le vocabulaire, le jargon en psychologie est extrêmement difficile. Moi-même, je le connaissais pas et je le maîtrise toujours pas d'ailleurs à 100%. Et quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté des jeunes, de leurs problématiques, en fait, du coup, j'avais un peu quelque chose en moi que je voulais retranscrire, pas me mettre à leur place, mais faire porter leur voix. Et je trouve que pouvoir les inviter sur un plateau, déjà l'expérience en soi est très très agréable, c'est une belle première expérience. En plus, pour aborder des sujets graves de société qu'on traverse avec vous, qui permet aussi d'avoir du recul et d'échanger des idées avec plus ou moins de maturité. Ça permet de retrouver de la pédagogie, en tout cas là où on en manquait à notre jeune âge. Oui, c'est intéressant. On voit que depuis quelques années, sur la toile, il y a pas mal de gens qui parlent de santé mentale. Hein. Je pense que ça s'ouvre, on en entend de plus en plus. Je pense à Miel, je crois. Miel Habitbol. C'est ça. Vraiment, alors je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais précurseur sur la santé mentale des jeunes. Oui. En tout cas, par son passé, elle en a fait une force et par son histoire, tu veux dire. Son histoire, oui, ça, ce qu'elle a vécu, sûr. Je ne me permettrai pas de le raconter à sa place. Non, surtout pas, mais c'est devenu une influenceuse positive et c'est vraiment des personnalités comme ça qui, je trouve, font avancer la cause des jeunes d'une façon très positive, avec une bonne image. C'est très fort. Ouais. Et puis, c'est prosélytique, c'est-à-dire qu'elle peut donner aussi à d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Il y a aussi une influenceuse sur justement l'anxiété. Donc c'est intéressant. Le format talk-show autour de la santé mentale, je crois que nous sommes les seuls. Hein. Il y a eu des émissions hebdomadaires qui ont consacré un peu de temps à la santé mentale, mais une émission consacrée tout le temps à la santé mentale, je pense que nous sommes les seuls et c'est évidemment important de le dire. Qu'est-ce que selon toi il manque dans le débat public ? Il manque des règles, un cadre. Alors, du coup, je le vois vraiment, moi le débat je le vois sur les réseaux, parce que c'est les jeunes que j'observe majoritairement. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de règles, pratiquement pas. En tout cas, il n'y a pas de cadre. Tout le monde peut devenir expert de quelque chose s'il l'écrit dans sa biographie ou dans son nom TikTok, Instagram. Du coup, on perd un peu des repères qui sont légitimes, pertinents. Alors oui, il y en a par leur expérience passée, comme Miel, qui peuvent transmettre des messages. Maintenant, je pense que tout le monde n'est pas Miel. Tout le monde n'est pas aussi bien entouré qu'elle aujourd'hui pour mettre un cadre. Ses parents l'aident beaucoup. Et je crois que son père et sa mère sont un cadre très proche.
Et je pense qu'un plateau comme Synapse, où on va avoir un cadre, on va avoir plusieurs pôles, Emmanuel sur l'entreprise, David sur le bien-être, les psychiatres, Delphine qui nous explique pourquoi les mots sont utilisés aujourd'hui, ça permet de mettre un cadre, je vais réutiliser un mot de mon conseil, mais 360 sur ce qu'on vit, alors les jeunes du coup, mais aussi bien sûr. les moins jeunes. Bien sûr. Merci. Merci. Allez, je reviens vers toi très vite. Je me tourne vers David. Alors, est-ce qu'à mon âge, comme j'ai le double d'année qu'Alix, j'ai le droit à double temps? Non. Tu as double Non, ça temps, marche comme triple ça. temps, quadruple temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? Parler de moi, bon, mon parcours. Alors, moi, j'ai 50 ans. Je représente les seniors autour de cette table. Je suis provincial. Je suis très attaché à ma région qui est le Berry. J'ai grandi, j'y ai fait mes études et puis ensuite, je suis monté à Paris pour le travail, voilà. Et donc, j'ai intégré un groupe dans lequel j'ai passé plus de 20 ans, voilà, en tant que DRH. Mais donc déjà ressources humaines quand même. Déjà, voilà, déjà, oui, quand même. tout à Il y a fait, une ressources inclinaison. humaines, après, des études en RH. Et puis, je suis très ouvert sur les autres. Hein. J'ai grandi dans un pensionnat, donc j'ai été très dans l'échange, le partage. Et donc, c'est un peu ce que j'ai toujours voulu prôner dans l'entreprise, hein, beaucoup d'écoute, de veille, enfin de bienveillance. Et au cours de mon parcours donc de DRH, j'ai eu l'occasion, voilà, d'affronter des sujets, d'être confronté à des sujets qui sont graves, qui touchent la santé mentale, le mal-être, le deuil. Une période aussi qui a été compliquée, c'était l'épidémie, hein, enfin la pandémie de Covid, hein, donc avec des gens qui se sont retrouvés chez eux et qui n'avaient comme seule source d'écoute que leur DRH, voilà. Donc c'était aussi pour tous les gens de la profession que je représentais à l'époque une dure période, hein, parce que les langues se sont déliées et j'avais l'impression des fois de rentrer un peu dans l'intimité des foyers parce que les gens avaient besoin de se confier et donc il a fallu résoudre et les aider pendant cette période. Et puis je suis très engagé aussi parallèlement, hein, notamment sur le handicap, voilà, et donc tout ça faisait que je trouvais beaucoup de sens dans ce métier sur un volet qui était, je dirais, pas éloigné, mais en parallèle de ce que peut être le droit social et puis la gestion des instances représentatives du personnel. Voilà. L'handicap, donc l'inclusion, etc., elle est malmenée aujourd'hui, hein, avec certains dirigeants. Exactement, oui. Elle est malmenée, il y a un vrai... Alors bon, Emmanuel sera très bien placé pour en parler, mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on est actuellement, on a des discours, mais peut-être pas les actions qui vont derrière. Hein. J'ai eu, je dirais, le plaisir et l'honneur de pouvoir être relais de la flamme olympique pour les Jeux paralympiques, et je croyais beaucoup typiquement en ce que la France était en train de se transformer à cette époque. Hein. Voilà. Et puis on y a tous cru. Je crois que on y a, vraiment. Et peut-être même encore plus que vous, parce que voilà, entre l'association que j'accompagne et puis les gens que je côtoyais, et je voyais pas les choses retomber. Et pour le coup, elles sont retombées. Mais on est même en régression, c'est-à-dire qu'on a reparti en arrière. Exactement. Il y a certains droits qui reviennent, pour lesquels on revient en arrière, et donc ça c'est dramatique. Donc c'est un peu ce combat que je veux mener à mon niveau, à mon échelle. C'est ce qui te fait venir animer, co-animer cette chaîne? Pas que, voilà, parce que bon, j'ai une première partie de ma vie où tout était quasiment tracé, il n'y avait pas eu d'embûches, si je puis dire. Et puis à 50 ans, voilà, à une période, tout vous tombe dessus, séparation, maladie, perte d'emploi, il ne peut plus rien vous arriver après tout ça. Et donc, ça vole en escadrille, comme disait. Voilà, et donc vous vous dites, mais
à quoi je me raccroche. Et donc l'idée de venir justement dans l'émission apporter cette fraîcheur, alors qui quelquefois peut être décalée par rapport au sujet qu'on aborde. Voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer aux gens, voilà, des solutions. Alors, comme je le dis à chaque fois et je le précise, hein, ces solutions vont être bonnes pour certaines personnes, elles ne le seront pas pour d'autres. L'idée, c'est de faire un inventaire de ce qui existe, voilà, et en fonction de ce que ça peut vous apporter, du ressenti qu'on a par rapport à ce que je peux présenter aussi, est-ce que ça peut être une ressource qui vient m'aider parce que c'est nécessaire. Alors, il y en a pour tous les goûts, tous les prix, voilà. Mais le bonheur, alors c'est le bien-être, c'est le mieux-être, et je pense qu'il est à portée de main à moindre coût aussi. Bien sûr, merci. Voilà. Est-ce que dans le débat public, tu penses qu'il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être pousser un peu pour que... J'ai commencé à le dire, maintenant c'est des actes, voilà, parce que faut pas qu'on se sente, qu'on se laisse enfumer avec des paroles qui, quand on gratte un petit peu, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qui se traduit au quotidien. Et moi, ce que je voudrais, c'est surtout qu'on vienne en aide à certaines professions. Je dirais, ce sont les professions qui sont à la base de tous les maux, mais qu'on vient d'évoquer. Ce sont ces métiers de première ligne, que ce soit les médecins, que ce soit les aides au quotidien pour les enfants handicapés, les personnes qui sont malades, les seniors qui sont en EHPAD, voilà. C'est ceux qui sont en front, voilà, et qu'il faut vraiment revaloriser, parce que c'est eux qui sont à même de détecter le mal-être et cette notion de santé mentale malmenée chez les Français. Parfait, merci beaucoup. Je reviens vers toi, cher Emmanuel. Ton parcours, comment t'arrives là en fait? T'es aux ressources humaines, je crois. Ouais, un peu comme David, mais pas le Berry, le Sud-Ouest. J'ai commencé à faire de la communication, puis des ressources humaines. T'es passé par la communication? Passé par la communication, ouais, dans pas mal de secteurs d'activité différents. Ouais. C'est de l'automobile, du conseil, des médias. Et en fait, au moment de la crise sanitaire, c'est là où j'ai commencé à travailler sur les sujets de santé au travail, de prévention. Alors c'était le bon moment, je crois. Et c'est vrai que ça a permis de donner pas mal d'ampleur à ces sujets-là, à la place de ces sujets-là en entreprise, et évidemment de la santé mentale. Tu le disais, David, le besoin d'écouter des collaborateurs qui étaient seuls. Je pense aux jeunes notamment, ceux qui pouvaient monter du Berry ou de leur Sud-Ouest, se retrouver tout seuls à l'appartement, confinés et sans avoir plus aucun lien social. Donc voilà, un cas... typologie de cas parmi plein d'autres, mais ça a vraiment mis la lumière sur la place de la santé mentale, de l'écoute des dispositifs et de ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, ravi d'avoir depuis continué à développer ces projets, à porter ces projets, à essayer de faire en sorte que le monde de l'entreprise, que le monde du travail puisse être encore une fois un lieu d'épanouissement. On sait qu'il y a des difficultés, que c'est un monde de l'humain, et donc l'humain, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de modèle unique, on est tous différents, on est tous sensibles à des choses différentes, à des caractères différents, on a tous vécu des expériences différentes, plus ou moins heureuses, plus ou moins difficiles. Et je pense que c'est important de se dire que dans tous les cas, il y a toujours moyen de trouver de pouvoir parler, de pouvoir être accompagné. Ouais, ça t'anime, c'est quelque chose qui t'anime en fait. Ouais. Et du coup, ça se prolonge sur la chaîne. C'est-à-dire que tu te dis, peut-être que là, je vais pouvoir faire véhiculer mes idées. Ouais, exactement. Je me dis que justement, sur cette chaîne et à travers je sais pas si c'est la complémentarité, mais en tout cas, voilà, nos différents profils, il y a les sujets, les angles qu'on essaie d'apporter, les thématiques. C'est une façon de lever les tabous, de parler de sujets peut-être sur lesquels on n'ose pas parler, ou en tout cas, voilà, il n'y a peut-être pas... je ne sais pas si c'est émission de grande écoute, mais en tout cas, c'est des contenus qui ne sont pas si faciles à trouver finalement, où on va vite tomber peut-être dans la caricature de cas extrêmes, et finalement, je trouve que c'est important de le faire un peu comme on le fait, parfois avec légèreté, je ne sais pas, mais en tout cas d'essayer d'apporter un regard différent,
sur des situations qui sont celles de notre quotidien au sens large, hein, de nos vies, et de pouvoir en parler et de pouvoir justement, probablement, j'espère, aider des personnes qui nous écoutent en direct, en replay, ou alors qui en parlent autour d'eux et de se dire tiens, t'as suivi là, t'as suivi ce truc-là, mais regarde, ça peut peut-être t'aider. Oui, c'est intéressant justement de pouvoir, oui, bien sûr. Merci Emmanuel, chère Delphine. Marc. Ton parcours. Mon parcours. Mais en résumé, parce que Non, pas tant que ça. Non, moi j'ai passé une agrégation de lettres classiques et un master en philo, et puis je voulais pas être prof à ce moment-là où on se dit qu'est-ce que je vais faire devant une classe à 22 ans, quelle est ma légitimité pour arriver à transmettre. Et donc je me suis dit pourquoi pas travailler dans justement les métiers de conseil, et c'est comme ça que je suis arrivée sur Paris en ayant quitté ma Normandie natale. Normandie, voilà. Berry, Sud-Ouest. Et donc je suis arrivée dans des grands cabinets de conseil et d'audit. Donc j'ai commencé ma carrière dans plusieurs cabinets de conseil et d'audit avant de monter ma propre structure que j'ai eue jusqu'au mois d'août. Donc j'étais dirigeante d'entreprise avec 30 collaborateurs. Donc j'ai aussi été confrontée justement aux difficultés, au sujet des salariés. Et puis avec toujours cette volonté finalement de relier ma formation initiale avec les mots, les lettres classiques, la philosophie, et me dire qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui dans le monde actuel. Et je pense que j'ai jamais eu autant l'impression qu'on avait besoin d'humanité, des humanités dans le monde actuel. Et c'est vrai que là où par exemple un chat GPT va apporter des réponses toutes faites, la philosophie nous aide à nous poser les bonnes questions. Et aussi savoir mettre les mots, et les mots justes, sur la façon de décrire des concepts, des idées, parce qu'aujourd'hui, je pars du principe qu'on ne peut pas faire société si on ne met pas les mêmes définitions sur les mots qu'on emploie. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui explique aussi une partie de la fracture de la société qu'on ressent actuellement, c'est qu'on ne va pas mettre les mêmes définitions sur c'est quoi, par exemple, la laïcité, c'est quoi une caricature, et donc on voit la violence que ça peut générer sur cette incompréhension de vocabulaire. Et je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'explications de vocabulaire, mais de façon aussi très nuancée, très apaisée, avec aussi une façon de dédramatiser, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément toute la valise de mots que moi j'ai pu apprendre. Donc il faut aussi avoir beaucoup d'humilité et avoir la capacité aussi de simplifier sans rendre simpliste des concepts avec beaucoup d'humilité et beaucoup de bienveillance vis-à-vis de gens qui n'ont pas ce même bagage, je vais dire, littéraire et culturel. Et mon rôle aujourd'hui, bien évidemment, je me consacre à l'écriture. Et j'accompagne pas mal de directions des ressources humaines justement sur des explications, sur la façon de faire passer le titre du livre, ou des livres en l'occurrence. Des livres, donc faire passer les idées. Et puis j'écris aussi un certain nombre d'articles pour justement essayer d'expliquer tout ça. Et parallèlement, j'ai été aussi élue locale. Donc c'était aussi extrêmement intéressant d'avoir cette vision plutôt publique, citoyenne, et d'être à l'écoute aussi des attentes au niveau local des citoyens, donc très intéressant. Oui, c'est intéressant. Du coup, c'est amusant parce que tout à l'heure tu parlais des questions. Oui. En fait, et tu citais Freud dans une autre émission, et Freud a souvent évoqué le fait que ce qui était important, c'est la question et non pas la réponse. Exactement. C'est par la question que finalement on avance. Et la philosophie retrouve évidemment largement ce que ChatGPT évidemment ne peut pas faire, puisque c'est ça. Donc c'est ce que je me dis. Il y a un vaste monde. On a encore la possibilité de faire concurrence à ChatGPT justement par notre capacité à savoir poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, on ne prend plus le temps de se poser les bonnes questions et on va tout de suite chercher une réponse. Mais donc c'est en ça où l'idée de venir sur un plateau autour de la santé mentale, bien dans ton expérience, est riche en... Et puis c'est aussi expliquer en quoi les mots ont un impact, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qu'on ait conscience aussi, et notamment du fait de l'utilisation des réseaux sociaux, on oublie que quand on écrit quelque chose sur les réseaux, il y a un visage, il y a des émotions, il y a un ressenti, et aujourd'hui, finalement, les réseaux sociaux laissent place davantage à l'émotion qu'aux faits.
Et donc revenir aussi à des fondamentaux qui sont justement de réexpliquer ce que signifient les mots, ce que ça veut dire, et leur parcours, et la philosophie et l'histoire, mais avec énormément aussi de compréhension et même de gentillesse. Parce que je crois je me demande si aujourd'hui c'est pas la journée de la gentillesse, mais je crois. Mais donc voilà, réapprendre aussi à être gentil. Et aussi avec beaucoup d'humour, parce qu'en fait aujourd'hui tout est très dramatique, et donc remettre un peu d'humour dans tout ça, c'est quand même très chouette. Bien sûr, quand je t'écoute parler, on se dit ouais, gentil, il est brave quoi. Mais en fait c'est pas ça du tout. C'est souvent une image un peu négative, le fait d'être gentil. Un peu le ravi de la crèche. Ouais, c'est ça. Il y a Clovis Cornillac qui en a bien parlé d'ailleurs. Il a évoqué cette notion de. Et après, à la fin, il a dit bon, de toute façon, on me prend pour ce que être gentil, c'est fondamental en fait. Donc voilà. Non, mais j'ai trouvé ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous prêter un tout petit jeu, juste pour qu'on s'amuse entre nous avant d'avancer. Par exemple, à la volée comme ça, un mot qu'on devrait bannir du vocabulaire lié à la santé mentale. Un mot qu'on devrait bannir. Hystérie. Hystérie. Voilà, parce que franchement, c'est d'un point de vue étymologique, c'est relié à l'utérus, et ça donne vraiment cette impression que l'hystérie, ça vous appartient. Ça appartient uniquement. C'est un carcan féminin, et c'est une honte d'utiliser ce mot. Il m'exaspère. S'il doit l'être encore. Mais il y a quand même encore des hommes. C'est souvent les hommes qui utilisent ça parce que finalement c'est la petite phrase facile. Tu saurais par quoi remplacer ce mot justement Non, parce que généralement il est déjà mal utilisé pour des mauvaises. Il est utilisé pour des mauvaises raisons. Donc si déjà on partait sur des bons fondamentaux, on pourrait trouver un mot de remplacement. Ouais. En fait, il faudrait l'avoir en ligne tout le temps. Delphine, Emmanuel, un mot. Je vais vous faire un petit vocabulaire. Oui, c'est ça, exactement. Bah, écoute, hystérie, c'est pas mal, ouais. Tu es pareil. Pardon ? Je rajoute mon vote. Ouais. Alors moi, ce serait plus général qu'à la santé mentale, mais ça le touche directement. Ce serait peut-être le mot souffrance. Ouais. Ah, tu voudrais le... Ah ouais, complètement. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Peut-être que dans notre vocabulaire, il y a des mots qui devraient peut-être pas exister parce qu'elles traduisent malheureusement une émotion, une étape qui n'a peut-être pas lieu d'exister. D'accord. Bon, après, je sais pas ce que Delphine en pense, mais bon, voilà. D'accord. Moi, c'est fragile. Ouais. Je pense que c'est facile de dire que quelqu'un est fragile. Ah oui, il est fragile, il faut faire attention, on va prendre des pincettes. Je pense que c'est un mot fourre-tout et que ça ne définit pas une personne d'être fragile. Surtout en santé mentale, c'est pas une fragilité. Tu veux dire qu'il peut y avoir des moments de fragilité, mais que ça ne fait pas une personne ? Je pense qu'il peut y avoir des moments plus ou moins bons, ce qui est normal. Et que, je vous dis ça parce qu'on l'entend très souvent, en tout cas pour ma génération ou même celle en dessous, ils sont un peu fragiles, il ne faut pas trop les brusquer. Hein, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Ouais, je partage, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous apaiserait là tout de suite ? Qu'est-ce qui vous viendrait là ? Quelque chose qui vous apaise ? Moi, ce serait caresser mon chien. Ouais. Voilà. Ça marche. Ma petite boule de poil, là. Et puis, on est d'accord, vous êtes d'accord qu'on va faire une émission avec des animaux. Hein, on est d'accord, hein, c'est prévu. Hein, parce que c'est pas rien. Hein, ça va être le zoo. Mais non, mais les animaux sont en train de rentrer partout, dans les palais de justice, dans les EHPAD, vraiment, dans les écoles. Enfin, vraiment, on a interdit les chiens, maintenant on va les inviter. Ça va être. Ouais, ce sont des vrais médiateurs maintenant. Quelque chose d'apaisant. Moi, ce serait un bruit. Un bruit qui m'apaise, c'est le bruit de l'eau. Ah oui. Alors, je sais pas si ça me fait penser aux vacances, mais... Mais la plage ou les ruisseaux ? Oui, à la plage, le bruit des vagues. Je trouve que c'est naturel, c'est agréable, ça fait... Bon, c'est peut-être contradictoire, mais ça remet les pieds sur terre, clairement. Sans mauvais jeu de mots. Moi, je dirais que même sans le bruit, c'est voir l'eau. En fait, ça peut être un canal, une rivière, la mer, mais déjà, rien que aussi, s'il y a le bruit des vagues ou de la rivière, de l'eau qui coule, c'est génial, mais rien que de voir de l'eau. Oui. J'ai une collègue qui, au travail, se met le bruit de la pluie pour travailler. Ouais. Comme quoi, je ne suis pas la seule à le penser. Ah oui, non, oh là là, loin de là, bien sûr, Delphine. Après, ça peut être des odeurs. Finalement, c'est souvent lié au sens. Ce que tu expliquais, c'était finalement le toucher. Toi, c'est l'ouïe. Mais ça peut être aussi l'odeur, hein, une odeur d'enfance, d'un gâteau qui pouvait être
réalisés par nos grands-mères. Finalement, ce qui nous apaise, c'est souvent, ça peut être une mémoire d'enfance liée à un sens particulier qui sera plus ou moins développé chez chacun d'entre nous. Oui. Est-ce que je peux toi, Marc? Oui, je vais vous répondre après, je vais vous répondre. Qu'est-ce que un livre ou un film ou un podcast qui vous a touché? Un dessin animé, ça compte? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des styles, par exemple, Astérix ou... Non, vice-versa. Ah oui, vice-versa, ça c'est phénoménal. Ouais, parce qu'en fait, on parle beaucoup de santé mentale, mais il y a les émotions aussi. Et ouais, c'est un film qui met bien en avant les émotions et la place des émotions, l'importance des émotions dans ce qu'on est et toutes les émotions en fait. Vous avez tous vu vice-versa? C'est génial, il y en a deux. Hein. Oui, il y en J'ai a pas vu deux. le 2. Ouais. Alors le 2 est chouette. Bon, bah oui, sur Non, la mais il est haine moins et bien, tout. il est moins bien. C'est moins bien. Non, on peut le mettre en régie. Et Si c'était un film, ce serait La Cité de la Joie. Alors je sais, ça m'a bouleversé, voilà. Et puis après, je reprendrai encore ce livre que je cite souvent, Les accords Toltec. Mais bah oui. voilà, il y a un nouvel accord maintenant, hein, voilà. Donc voilà, ouais, ce serait mes citations, ouais, mes références. Alix. Moi, un livre qui m'a pas mal marqué, c'est Le pouvoir de la rhétorique de Clément Viktorovitch. J'avais découvert ses chroniques dans une autre émission et alors, ça date de l'élection présidentielle. Ça doit être quand? C'était 2018? Ça devait être pas 17. Et en fait, j'avais 17 ans à l'époque et je comprenais pas forcément les discours qu'on pouvait écouter et les émotions que peuvent susciter un discours de colère. Et ce livre m'a permis de mieux comprendre et d'analyser les discours. Alors là, en l'occurrence, c'était en politique parce que c'était sur l'actualité. Mais et du coup, de vivre ces élections peut-être à mon âge plus apaisé. Donc voilà, c'est un livre que je recommande c'est intéressant. pour apprendre à décrypter les discours. Le livre qui m'a donné envie et le goût pour la philosophie, c'est Le Monde de Sophie. C'est un livre qu'on découvre en terminale, qui nous est fortement recommandé. Non mais génial. Et ce livre, il est exceptionnel parce moi j'ai eu presque un avant-après. C'est-à-dire qu'avant j'avais l'impression de n'avoir jamais pensé par moi-même et ce livre m'a permis justement de m'accompagner dans l'année de terminale. Il y a quelques années seulement. Avant Parcoursup, hein, pas du tout. Avant Parcoursup, bien sûr. Et après, c'est vrai que je suis très sensible à la poésie d'Éluard, donc je citerai Éluard. Et le film, on va rester sur une beauté esthétique avec In the Mood for Love. Voilà. Vous l'avez vu? In the Mood for Love? Robert Redford, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais non, Robert Redford, c'est nos plus belles années. Pardon. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. In the Mood for Love, c'est magnifique. Hein. Moi, si je devais citer un livre, c'est celui qui m'a donné envie de faire mon métier de psy. C'est Les prodigieuses victoires de la psychologie de Pierre Daco. En fait, c'est un livre que j'ai lu petit, je dois avoir 13 ans, qui est pas très épais, qui est ultra vulgarisé. Et quand j'ai fermé ce livre, je me dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, c'est génial, il explique tout l'humain. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. On nous apprend l'histoire de l'humanité, mais on nous apprend pas l'homme. C'est le monde à l'envers quand même. Explique-nous comment on fonctionne. Après, on comprendra peut-être mieux pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des querelles, pourquoi il y a des choses qui vont pas. C'est la psychologie à l'école. Moi, si on me devait... Mon rêve demain, c'est ça, en fait. D'enseigner la psychologie aux plus petits, très tôt. Alors, ça commence. Là, ils ont de la méditation à l'école. On est à la préhistoire. Hein. Oui. Je suis d'accord. Mais ce serait génial. Moi, j'ai fait quelques interventions philo en primaire. C'est exceptionnel parce qu'en fait, les enfants nous amènent toujours dans des terrains qu'on n'a absolument pas imaginés. Donc, quoi qu'on prépare, ils nous amènent toujours ailleurs. Alors que c'est dévalorisé au lycée, je trouve, la philosophie. C'est pas suffisamment valorisé. C'est pas assez valorisé par rapport à ce que ça doit être. C'est Parcoursup. Allez, encore. Exactement. Allez, encore une petite question et puis après, on va passer à une petite chronique de notre cher David. Un lieu où vous rechargez vos batteries. Toi, tu vas me dire la plage. Moi, c'est la nature dans le Berry. La nature dans le Berry, tu aimes Ah mais oui, parce qu'il y a tout. Il y a les ruisseaux, il y a la forêt.
Vous savez que la forêt, surtout en ce moment, c'est une ressource énorme pour le bien-être. Ouais, ce serait la nature. Elle nous offre des choses. Bah oui. À Paris, on a du mal. Hein. Mais on le dit souvent, mais tous ces bienfaits, on peut les trouver sur un bout de balcon, sur une terrasse avec de la verdure, dans un parc. Et puis à Paris, on a quand même la chance, si on est à l'est, d'avoir le bois de Vincennes, si on est à l'ouest, le bois de Boulogne. Et puis si on va aller un peu plus loin, on est quand même Moi, je suis au sud, entouré de forêt. Mais c'est une question de savoir s'émerveiller. En Oui. fait, c'est Mais continuer complètement, bien sûr. à poser un regard neuf sur ce qui nous entoure. Parce qu'en fait, les habitudes font qu'on ne regarde plus Paris comme un lieu, une ville exceptionnelle, mais comme une ville de travail, d'habitude. Et si on regarde à travers une petite porte cochère, on peut découvrir parfois de très jolis cours. En fait, c'est aussi cette capacité d'émerveillement qu'on perd avec l'âge. Tu as Ouais, la nature, je pense que, oui, évidemment, pour reprendre le goût de l'eau, c'est près de l'eau quelque part, si possible, une plage landaise ou une plage basque, hein, mais la montagne aussi, la nature. Tu avais fait une chronique là-dessus, il ne faut pas sous-estimer en effet ce que la nature au sens large peut nous apporter. Et je te rejoins, cette capacité à s'émerveiller et juste profiter en fait, respirer, observer, regarder, marcher. Donc toi, l'émerveillement en fait. Dans ton Oui, quotidien et- suffirait en fait. Oui, mais ça peut être typiquement, c'est vrai que moi je vais être plus sensible sur l'émerveillement historique. Donc c'est vrai que si je suis à Rome et si je suis au Colisée ou si je suis sur le Forum antique, là il y a aussi tout ce poids de l'histoire et se oui. dire qu'on est là et que tout a traversé, c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir cette... Mais bien sûr, alors tu as remarqué que chez nous, il y avait quelqu'un qui se déplaçait tout le temps pour faire des chroniques, c'est David, donc il Bah, peut j'ai aller vu, à j'ai Rome vu. et te montrer les images, voilà, comme ça après. J'ai vu. Bon, en tous les cas, votre rêve pour Synapse TV, quelle ambition vous auriez pour Synapse TV? Alors moi, peut-être que l'émission soit reconnue d'utilité publique. T'as été jusque-là, ce que Ah, je disais voilà. dans une autre émission. D'accord. Ouais. Ouais, ok, super. Tu parlais d'école tout à l'heure. Qu'elle soit diffusée dans les écoles. Ouais. Ah, c'est vachement intéressant. T'as raison. Ben oui. Et en entreprise, pourquoi pas? Et en entreprise. Pour être un temps calme en entreprise. Ouais. Parce qu'il faudrait que les partenaires la diffusent. Oui, qu'elle soit diffusée, partagée, et que finalement il y ait ce rendez-vous hebdomadaire que les gens attendent en se disant mais quelle va être la chronique de David Ouais, la semaine exactement. prochaine. Alors merci. David, tu vas nous faire part de ta chronique pour ce soir. Mais oui, c'est tout à fait dans le thème, Marc. Voilà. Non mais je reste. Non, mais... Vous parlez d'émerveillement, David. Et alors Mais c'est pas. La girafe, Non, la mais- girafe est une merveille de la Mais nature. non, mais l'idée, Voilà. l'idée n'était pas de clôturer ce soir. On veut continuer, nous, Synapse TV. On ne veut pas les perdre Ah, tous. mais on va continuer tous ensemble. Alors, on va en parler après tranquillement, parce que là, ça me fait peur. D'accord. Je t'en prie, vas-y. Alors, il n'y a dis-nous. pas besoin d'avoir peur. Vous avez déjà entendu parler d'une thérapie qui est gratuite, mais qui diffuse l'hormone du bonheur, mais autour de soi. Ça s'appelle la calinothérapie. Je vous disais tout à l'heure, moi, ce qui m'appelle, c'est des fois de caresser mon chien. Oui. Voilà. Oui. Et bien ça, c'est une thérapie qui est accessible aux enfants, aux seniors, à tous. C'est gratuit. Vous avez aussi entendu parler du free hug. Oui. Voilà, hein, c'est cet art d'aller à la rencontre d'un inconnu, de faire un câlin. Alors attention, quand je dis câlin, c'est toujours avec consentement. Mais si tu t'approches de quelqu'un dans la tenue, tu vas en lui disant je vais vous faire un free hug, à mon avis, Alors, pars en courant là. D'accord, ok. Alors, on va le faire sans la tenue. Non mais moi j'adore Voilà. ça tenue. Alors, je vais faire une petite expérience. Alix, puis-je avoir ton consentement, voilà, pour te faire un câlin? Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Alors on passe à... alors interdit à moins de 16 ans en fait, là on est passé... Alors non, justement, Ah, parce justement. que voilà, Tu fais il y a bien de cette le dire. notion de consentement, voilà, et là je vous parle d'une thérapie, voilà, qui va travailler sur des énergies, mais pas du tout les énergies sexuelles, voilà. Quand je vous dirai un peu où est-ce que ça se pratique, il y a dans les lieux où on peut, pratiquer la calinothérapie, il n'y a pas de baiser d'échanger, il n'y a pas de sexualité, voilà. Parfait. Alors en revanche, ce câlin, il va vous paraître peut-être un petit peu long, Oui. mais il faut qu'il dure 20 secondes. Bah, il va pas sembler long. Pour Alix peut-être, pas pour toi. C'est ça.
Donc 20 secondes 20 secondes de câlin. de hug. De hug. Merci. C'est vrai que c'est apaisant. C'est apaisant. C'est Hein. apaisant. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À l'heure où on est en télétravail, où on est derrière son écran, on ne se touche plus. Ah non. Voilà, il n'y a plus de contact. Mais voilà, bien sûr, je savais que cette chronique, avec ces chroniqueurs, allait faire rire. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu le câlin. Voilà, on ne se rend pas compte de l'impact. Vous n'avez pas. Voilà. On la mesure Écoutez, pas. Tout à On le l'heure, fera après, ok, l'émission, ok, voilà. ok. Pourquoi est-ce que des parents font des câlins à leurs enfants? D'accord? C'est parce qu'on y apporte du Mais plaisir, c'est du bonheur. automatique, c'est spontané en plus. C'est spontané, Ouais. oui, voilà, mais c'est spontané. Ouais, bien sûr. Est-ce que aujourd'hui des seniors qui sont en maison de retraite ont cette spontanéité? Non, aujourd'hui ils en souffrent énormément. Ils n'ont plus de contact. On parlait tout à l'heure de la Covid. La Covid est passée par là. Il y a une distance. Les gens n'échangent plus. Et donc. Et c'est pour ça que cette câlinothérapie vient s'installer dans les maisons de retraite. On y emmène des animaux et puis les gens passent un moment à caresser un chat, un chien. C'est pas innocent aussi si au Japon, voilà, grand pays de solitude, les gens ne se marient plus, les gens n'ont plus De bébés, d'enfants ben, Je crois, il y a au une Japon, carence, il y a ouais. une grosse, il y a de gros sujets là-dessus. Ils ont eu l'idée de pallier à ça en ouvrant des bars à chats. Alors c'est sûr que Il y le en a bar un à à Paris, chats, je crois, qui a mais il y a ouvert. des bars à chats à Oui, Paris. oui. Je vous promets que je vous emmènerai Oui, oui, dans oui, un oui. bar à chats faire une prochaine chronique. Ah oui. Et ça apaise énormément. Et qui vous voyez dans un ces bar à bars? chicha. C'est un Non, bar à c'est c'est ça, un oui. bar à chats. Voilà. Et vous seriez surpris de voir qui pousse la porte de ces bars à chats au Japon. Voilà. Des costumes 3 pièces. Bah oui, oui. Voilà, donc c'est parce qu'il y a énormément de stress et la câlinothérapie justement vous aide à évacuer ce stress et puis à vous nourrir puisque de cette hormone du bonheur, du plaisir, puisque on va fabriquer cette hormone, mais on va diminuer aussi celle du stress. Merci David, c'est génial. Donc alors pour que un câlin soit Vas-y. valable, voilà, fasse son effet, il faut qu'il dure 20 secondes. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques. Oui, c'est Voilà. vrai. C'est au bout de 20 secondes que se déclenche l'ocytocine, c'est l'hormone dont il parlait. Voilà, l'ocytocine l'ocytocine. qui est l'hormone du bonheur, et il faut 20 secondes pour qu'elle se déclenche en fait. Et donc un câlin qui dure 20 secondes la déclenche. Après, si ça dure plus, tant mieux, mais au moins elle est là. Et la nature est bien faite parce que celle du stress, le cortisol, diminue en Exactement, revanche. Voilà. exactement. Donc c'est. Alors. On plaisantait tout à l'heure sur ces free hugs où on peut voir des militants avec, et des inconnus qui sont dans la rue avec ce panneau. Mais je vous assure, offrir comme cela 20 secondes de bonheur, on n'imagine pas tout Mais ce que bien ça sûr, peut bien sûr. représenter. Si vous êtes accompagné chez vous ce soir, un petit câlin là, maintenant, 20 secondes. Et je vous invite aussi à aller à la rencontre, alors bien évidemment en vidéo, de cette indienne qui est une figure spirituelle, hein, voilà, qui est Amma, qui a passé, je dirais, les 3/4 de sa vie à offrir des câlins aux gens. Elle a câliné près de 37 millions d'individus sur Terre. Qui sont venus chercher que ça. Qui sont venus chercher que ça. Ils sont venus chercher quoi? Son darshan, voilà. Et donc, dites-vous bien, la moitié de la France, Oui. voilà, a eu recours à ces câlins. C'est énorme. Oui, oui. Voilà. Et donc, cette figure, elle voyage à travers le monde. Et donc, Elle est toujours en vie je Non? crois, oui. Oui. Oui, elle était en France il y a encore quelques mois. Voilà. Il faut développer des cabinets de câlinothérapie. Bon, en tout cas, je vous y emmènerai, promis. C'est accessible. Dans d'autres. D'accord, voilà. génial. Ouais, ça va être top. Merci. Merci à vous tous. Je voulais aussi, pour vous expliquer que la chaîne Synapse TV
Ce sont des chroniqueurs de qualité que vous retrouvez toutes les semaines. Mais il y a aussi du monde derrière. C'est pas juste une caméra posée avec un micro. Il y a tout un plateau, une régie. Il y a tout un tas de gens qui nous aident à faire cette émission et ils nous aident de façon assez fantastique parce que c'est toujours carré, c'est superbement bien fait, etc. Je voulais juste vous les présenter ce soir. Comme ça, au moins, vous saurez... toute l'équipe, vous l'aurez vu et ça me semble plus sympa. Alors, je me propose de leur demander de venir près de moi. Julie. Génial, merci. Merci à vous tous d'être là. Julie, Eva, François, Antoine, Nelly, Esteban. Donc ils sont tous là. On ne vous emmène pas dans la régie parce que s'ils sont là, on ne peut pas être partout, ça va être compliqué. Donc Julie qui est chargée de production, derrière moi, c'est bien, Eva qui s'occupe, je vois pas bien, Eva qui s'occupe de nous maquiller, parce que à la télé, si on n'est pas maquillé, ça se passe pas bien. François qui est à la réalisation, et là, c'est pas une mince affaire. Quand on va dans un jour, il faudra quand même qu'on leur montre. C'est énorme, on dit à la NASA, le truc à côté là. C'est vraiment un truc de fou. Antoine qui s'occupe du cadre. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est le cadre. Ah, il gère les caméras. Donc, vous voyez, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça tourne, ça, c'est un coup l'un, un coup l'autre. OK. Nelly, qui est avec nous, évidemment, côté production, et qui s'occupe de beaucoup de choses, de scripter, d'organiser, de me parler à l'oreille quand je suis trop long, ou quand je dis des bêtises, ou etc., etc. Enfin bref, elle a un boulot évidemment énorme et qui est avec nous dans la production. Et Esteban, qui est chargé du son. Et qui nous pose les micros, qui nous les enlève, qui équipe les invités, enfin tout ça, je vous dis, c'est pas une industrie, mais pas loin, et si ils sont pas là, il n'y a pas d'émission. Voilà. Donc merci à vous tous, une fois de plus, d'être là, c'est grâce à vous qu'elle se fait. Merci à vous, et bonne soirée, on va rendre l'antenne, et à bientôt la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.